bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Pour la reprise de la leçon, je suis trop heureuse de recevoir Laura Domingue à l'occasion de la promo de son spectacle Une nuit avec Laura Domingue, qui commence sur le thème de l'insomnie et des idées folles qui en découlent. S'ensuit une heure de fou rire et de réflexion sur des sujets plus intimes que je vous laisse découvrir. Retrouvez-la pour les dernières les lundis 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre 2024. J'espère que vous avez votre petit carnet pour noter bien les dates au Théâtre de l'Œuvre, puis en tournée dans toute la France et bien évidemment sur France Inter et sur Téva. Alors, Laura avait un bête d'échec, mais en discutant un peu, j'ai un peu bousculé le programme. Est-ce qu'on aura un échec aussi propre, soigné? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va avoir une discussion qui, j'en suis sûre, est passionnante. On va parler du désir ou plutôt du non-désir d'enfant. Ouais. Et c'est un sujet que j'ai jamais abordé, donc je suis trop contente. Ah ouais, ok, trop bien. Alors, toi, t'avais cette idée en tête que tu n'aurais pas d'enfant, c'était une évidence? Oui, pour moi, c'était une évidence dans la mesure où je n'en voulais pas. J'ai jamais eu envie d'avoir un enfant, si ce n'est plus jeune, enfin même tout le temps. Comme mon mec a toujours voulu avoir des enfants et il en rêvait, j'étais d'accord pour adopter. Ok. Parce que ça, c'est quelque chose qui pour moi a encore du sens et depuis petite, en fait, je m'imaginais adopter un enfant. Ouais. Petite, t'avais ce truc-là de te dire, c'est bizarre, je suis pas comme mes copines, j'ai pas du tout envie. Ah, clairement, quand il fallait jouer au papa et à la maman, je trouvais ça ridicule, hyper chiant. On m'offrait des bébés, je voyais pas le délire, en des poupons, tu vois. Le seul truc que j'aimais bien, à la limite, c'était la poussette du poupon parce que tu pouvais la pousser, c'était rigolo. Fine. J'avais une poussette sans poupon, moi. Petite, c'était ma passion, mais je m'en carrais le cul. C'est ça, on s'en foutait des bébés. Moi, j'aimais bien les Barbies parce que je pouvais les saper, leur inventer des vies de stars et tout. Mais alors, j'avais pas du tout ce qu'on appelle soi-disant la fibre maternelle. Ouais. Et l'adoption, ça me paraissait essentiel parce que petite, j'avais ma meilleure copine qui était une enfant adoptée et c'est quelque chose qui ne rentrait pas dans mon logiciel de pensée que des enfants pouvaient être sans parents, en fait. C'était horrible pour moi et je me souviens que je posais énormément de questions à mes parents mais pourquoi et elle est où sa vraie maman, etc. Et je me souviens qu'on m'avait dit parce que elle vient d'un pays très pauvre. Alors j'avais dit et je me réveillais la nuit en pleurant en disant il faut qu'on écrive plein de cartes postales dans ce pays parce que les timbres ça va donner de l'argent au pays. Oh mais c'est trop c'est ouf, tu vois. T'aurais changé le monde avec 25 centimes. Tu te rends compte? Et donc ça me bouleversait vraiment. Donc je pense que j'étais assez familière de la notion d'adoption. T'étais très de gauche dès l'âge de 6 ans. Incroyable. Et pourtant dans une famille qui ne l'était pas. Donc c'était donc voilà. Et puis les années passent et au bout d'un moment, ces discours que je pouvais tenir sur les enfants, passé 35 ans, quand on est une femme, ces théories peuvent être irrévocables, en fait. Quel que soit le chemin qu'on prend, il peut y avoir une notion de définitive. Bien sûr. dans le choix qu'on fait. Et puis, on commence à moins te questionner sur le côté, mais tu verras, tu vas changer d'avis plus tard, j'imagine. Ouais, c'est, là, on te prend au sérieux. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a toujours cette phrase qu'on dit aux femmes, tu veux des enfants? Non? T'as le temps encore. Voilà. À partir de 35, on le dit moins. Ouais. Enfin, si les gens font, mais t'as le temps encore, t'as quel âge? 35? Peut-être pas. Et bon, j'ai été confrontée quand même au désir de maternité en 2015, puisque je suis tombée enceinte par accident. Et tout d'un coup, j'ai adoré être enceinte, en fait. J'ai adoré. Je voulais toujours pas d'enfant. En plus, j'étais dans une situation de couple qui n'était pas du tout celle qui est aujourd'hui. Tu en parles dans ton spectacle, d'ailleurs. Exactement. Et j'en parle dans mon spectacle parce que je raconte mon avortement. Spoil alert. Et vraiment, on rit. Mais on rit, oui. Parce que c'est important, parce que ça fait partie des sujets de la vie d'une femme, en fait, qui peuvent, quand on interroge les femmes autour de soi, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont avorté qu'on ne le pense. Mais bien sûr. Et même dans les générations d'avant, sauf que c'était interdit. Donc,
forcément extrêmement tabou. Aujourd'hui, c'est légal, mais encore très tabou. Donc, je me faisais un point d'honneur à l'idée de raconter et de le raconter, bien évidemment, en riant. Hein. Attention, c'est pas genre on rigole, trop marrant de se faire aspirer l'utérus, mais c'est plus le parcours, le chemin, et puis aussi pointer les raisons pour lesquelles on nous juge et nous condamne, qui sont quand même complètement stupides et dérisoires. C'est pas comme si on était deux, quoi. Évidemment déjà, et puis c'est pas comme si c'était une partie de plaisir non plus, quoi. Non c'est plus. Pas, je veux dire, on a des trucs bien mieux à faire que de se faire avorter. Le laser game. Voilà, exactement, exactement, faire les soldes, enfin n'importe quoi. J'adore. Ou un spa, voilà. Et donc à ce moment-là, quand je suis tombée enceinte, j'ai découvert ce truc trop bizarre où j'ai donc adoré être enceinte, et je me disais c'est terrible parce que ma raison veut avorter et mon corps veut le garder. Waouh. Donc, j'ai capté le délire et le pouvoir de l'instinct, en fait. Je sais pas si c'est un instinct maternel, mais c'est en tout cas un instinct animal de protection. Voilà, il y a quelque chose qui s'est mis en place, qu'on peut appeler aussi les hormones, hein, tout simplement. Mais il y a quelque chose qui s'est mis en place qui m'a franchement dépassée et où j'ai capté le délire. J'ai capté le délire, et après je me disais bon, faut que je fasse gaffe parce que en même temps, c'est les hormones. Le jour où il y a cette chute d'hormones, je me retrouve avec cet enfant dans cette vie-là que je n'ai pas choisie pour lui, avec cet enfant que je n'ai pas désiré du tout et sans père. Mauvais plan, très mauvais plan. C'est tellement compliqué d'avoir les idées froides alors que ton corps est en plein chamboulement. Cata. Et tu le dis, cette différence entre le cerveau qui dit un truc et le corps qui vit quelque chose de primaire, quoi. De primaire et de passionnant. Moi, j'ai trouvé que c'était passionnant. Par exemple, je me souviens que quand je parlais à la conseillère, l'assistante sociale en fait au planning familial, qui vous aide à faire un choix, parce que pour certaines personnes c'est transparent, c'est très simple, c'est évident. Pour d'autres comme moi, c'était plus compliqué, et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle un délai de rétractation. Non, mais il y avait, en fait, à partir du moment où on prenait le rendez-vous, il fallait qu'on réfléchisse encore 48 heures. Ce qui était les pires 48 heures de ma vie, finalement, puisque moi, j'étais là, allez hop, on y va, on va le faire. Et donc, le fait de dire, reste encore 48 heures avec ça dans le ventre, c'est très dur. Parce que, parce que, tu dis, non, oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Sauf que moi, je me suis rendu compte de ma grossesse à plus de 3 mois, donc j'avais pas 8 plombes pour faire des allers-retours. Il fallait agir très très vite. Et cette conseillère, cette assistante sociale extraordinaire, hallucinante, c'est là où on voit que c'est vraiment des métiers de vocation. Elle m'a donné son numéro de téléphone portable personnel parce qu'elle a vu que j'étais dans un grand dilemme, et je lui parlais très franchement et je lui disais voilà, c'est terrible parce que personne ne m'aide en fait, dans la mesure où j'ai des potes, bien sûr je leur parle, j'en ai absolument pas parlé à ma famille. Mais voilà, je disais voilà, j'ai des potes, mais je trouve que tout ce qu'ils disent, c'est débile. Vraiment. Tout ce qu'il me disait. Qu'est-ce qu'on te disait? Mais dans un sens ou dans l'autre, en fait, de genre, mais tu vas pas faire un enfant là, dans ce contexte. Je disais, oui, je sais, je vais pas faire un enfant dans ce contexte, mais je n'arrive pas à prendre cette décision de façon franche et claire et à être heureuse de le faire. Je n'y arrive pas. Et puis, je sais pas, mais tout, en fait, je trouvais tout le monde débile. Et je lui ai dit ça. J'ai dit vraiment, je trouve que... Et puis, j'étais submergée par l'émotion. Et mon meilleur pote... la colère aussi, j'imagine. Par l'émotion, la colère, par l'injustice, par plein de choses. Ouais. L'injustice aussi parce que l'endroit où on se fait avorter, quand même, c'est quand même dans des maternités. C'est terrible, je sais, ouais. Donc, parfois, vous voyez des femmes qui sont en parcours de PMA et vous dites, mais c'est tellement injuste. Moi, je l'ai pas voulu, elles veulent. Pourquoi est-ce qu'on n'échange pas de destin? Enfin, c'est terrible. Et voilà, et j'avais un pote, je me souviens, j'étais submergée par l'émotion et il me disait, je crois que c'est peut-être les hormones, ma biche. J'étais là, mais t'es con, en fait. C'est pas les hormones. Il y a des raisons réelles d'être submergée par l'émotion. C'est même pas hormonal. Je veux dire, c'est bouleversant de se dire que potentiellement on peut engendrer une vie, que c'est un changement total, en fait. Ta vie d'avant n'existe plus. C'est un truc de fou. Et je lui avais dit, voilà, je trouve tout le monde débile. Elle m'a dit, ouais, ok, phénomène très classique, vous souffrez de transparence psychique. Waouh. C'est très courant chez les femmes enceintes. C'est-à-dire que vous êtes parfaitement alignés avec votre... vous êtes parfaitement alignés, en fait, avec vous-même. Et donc, tout
votre perception des choses est complètement différente, hyper claire. Vous avez plus aucun filtre. Donc voilà, c'est super intéressant. Donc il y avait tout ça en plus que j'adorais. Enfin, je trouvais ça extraordinaire. Je trouve que tout est passionnant en fait. Tout est passionnant dans l'évolution que ça fait, physique, mentale. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. D'autant que j'ai pas eu de trop gros désagréments du genre vomissement machin. C'est aussi ce qui fait que j'ai kiffé mes grossesses. Mais voilà. Et bon voilà, elle m'a accompagnée jusqu'à ce que je sois alignée avec mon choix. Elle m'a dit ce qu'il faut, c'est vraiment, il y a pas de bon ou de mauvais choix. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire le plus juste pour vous. Et elle m'a dit attention, c'est pas parce que vous n'avez pas d'enfant aujourd'hui que vous n'en aurez pas un plus tard dans les conditions que vous aimez et que vous aimeriez. Voilà. Ça a dû te faire tellement de bien d'entendre cette phrase-là parce qu'il y avait aussi ça, j'imagine, qui pesait fort. Et tu le dis dans ton spectacle, qui n'est pas un bon argument et pourtant qu'on peut pas nier. En fait, il y a aussi, dans la mesure où je ne voulais pas d'enfant et que j'en ai jamais voulu, et que tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive comme ça, mais de façon, mais complètement inattendue, profondément accidentelle, puisque je prenais la pilule quand même, donc vraiment... Plus de l'endométriose, si je peux me permettre. Oui, voilà, plus de l'endométriose. Donc tout ça a fait que je me suis dit, est-ce que, moi qui suis assez spirit et tout, est-ce que c'est pas le destin qui me dit, meuf, peut-être il y a quelque chose à faire là-dessus, quoi. Et en fait, c'est là où la vie est bien faite, c'est que le destin, et les signes, on peut les voir partout. J'ai eu à ce moment-là d'énormes signes de ma vie professionnelle qui me disaient attention. Ah ouais? Ouais. Quoi comme je veux pas rentrer peut-être qu'il y a des trucs que tu veux pas. Enfin voilà, c'était après mais tu racontes ce que tu veux hein. Ouais, bien sûr. Non mais j'ai eu l'opportunité à ce moment-là de réaliser ce dont je rêvais, à savoir signer avec une grosse boîte de prod, faire une très belle salle parisienne, etc. Ouais, tout s'ouvrait. Voilà. Et ce à quoi j'allais renoncer si je gardais cette grossesse aussi. Mais c'est pas pour dire du coup j'ai avorté parce que je voulais jouer. C'est pas du tout ça. C'est plus, j'étais vraiment perdue entre ces deux chemins. Il y en a un, celui de la maternité. Ma raison me disait, c'est vraiment pas dans ce contexte-là que si jamais je veux l'emprunter, pas du tout sur cette route, franchement. Et l'autre chemin qui était un peu le chemin que je rêvais d'emprunter, mais qui se débloquait pas non plus parce que ça met du temps quand même, une carrière à se faire, etc. Et là, tout d'un coup, cette grande porte s'ouvrait à moi. Ça m'a plutôt aidée à avorter en étant un peu plus sereine en fait sur le chemin que j'avais décidé d'emprunter en fait. Je sais pas si c'est clair. C'est très clair et c'est dit avec délicatesse parce qu'on voit bien que ça reste quelque chose qui n'est pas anodin et que tu le traites avec respect aussi. Pour ma part, après il y a des femmes qui... Je parle de toi alors. Ouais, voilà, c'est ça. Bien sûr. Mais parce que je sais qu'il y a des j'avais ma meilleure amie du lycée qui s'était fait avorter à 16 ans et j'avais dit ça va, c'est pas trop dur. Elle me fait mais pas du tout, c'est pas du tout dur. Enfin, tu crois vraiment que je vais devenir daronne à 16 ans? Mais en quoi c'est dur? C'est un soulagement, meuf. Et j'étais là waouh, pardon. Et c'est vrai, c'est clair. Il y a des femmes pour qui c'est un profond soulagement. Moi, ça a été hyper compliqué, conflictuel, voilà. Ouais, mais il y a pas deux avortements qui se ressemblent en fait quand tu réfléchis. Il y a la situation financière, il y a le rapport aux parents, il y a le mec aussi, parce qu'on n'en parle pas. Parce que là, c'est 80% quand même de la raison aussi. Voilà. Et puis voilà, et puis finalement, et c'est là où la vie est quand même assez jolie et très surprenante et dans mon cas très bien faite, puisque je me remets avec mon ex quelques temps après, et pas celui-là, pas l'ex de l'avortement, lui. Non, j'allais dire, c'est intéressant, une histoire positive. Non, t'inquiète pas que lui, il est sur liste rouge désormais. Mon ex d'avant, qui était vraiment, c'était ma première grande histoire d'amour, et c'est... Ouais. Et voilà, on était restés 4 ans ensemble, on s'est séparés 4 ans et on s'est remis ensemble après cet épisode. Justement, il ne le savait pas, enfin ça c'est complètement la vie quoi. La vie, voilà. Et lui donc il a toujours voulu avoir des enfants, moi, il savait que je n'en voulais pas du tout. Et puis par contre l'adoption, machin, moi oui. Lui plus frileux parce qu'il me dit c'est déjà tellement difficile d'être de bons parents
voilà, d'avoir un enfant dont on connaît pas le bagage émotionnel et tout, est-ce qu'on va réussir, tout ça. Bon, voilà, c'est vrai que c'est sûr, c'est des questions à se poser. Et puis, j'ai été très lâche puisque ma gynéco m'a dit l'année dernière, presque 1 an jour pour jour, elle m'a dit que de toute façon, même si je voulais avoir des enfants, vu mon bilan hormonal, mon endométriose et mon âge, je ne pourrais pas en avoir de façon naturelle. Ça m'a tellement rassurée, tellement soulagée de me dire ah bon, bah voilà. Voilà, c'est con, hein. Peut-être j'aurais voulu, mais finalement je peux pas. Ah, trop bien, j'étais trop contente. Imagine la Laura du passé qui te voit là, qui se transplante en mode Cody, je sais plus quoi là. Je fais what the fuck. C'est incroyable. C'est fou. Ouais. Donc je l'ai dit à mon mec en rentrant, je fais bah voilà. Avec un énorme sourire. J'étais tellement refaite. Je fais ouais, tu vois mon amour, je suis désolée hein, mais ça sera pas possible. Voilà. Et lui c'était affreux pour lui. Et donc j'ai été très là. J'ai dit écoute, tu sais quoi, si la vie veut faire de nous des parents, elle fera de nous des parents. Donc t'inquiète, tu vois. Et on n'a qu'à essayer 1 mois, tu vois, pour voir. En plus, 1 mois, méga petite joueuse, dans la mesure où, je sais pas si vous avez des potes autour de vous qui essaient d'avoir des enfants, ça se fait rarement en 1 mois, quoi, tu vois. Mais normalement, je crois que les stats, c'est genre 6 mois à peu près. Au bout d'1 an, on va consulter, quoi. C'est ça. Bah même, je crois, au bout de plus, tu vas consulter. Ouais. Mais oui, c'est Donc, pas du tout automatique, tu vois. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, a posteriori, quand on a fait l'écho de datation, je peux vous le dire que ça s'est fait en un one shot. Bravo Laura, t'es une championne. Donc là, j'ai été mais c'est hallucinant quand même. C'est-à-dire que je n'y croyais pas du tout. Et puis un matin, je vois quand même, je dis putain, j'ai quand même un syndrome prémenstruel qui est de plus en plus raide, quoi. J'ai trop mal au sein, j'ai la gerbe. Je regarde le calendrier, je fais j'ai 4 jours de retard. Bon, c'est rien du tout, mais bon, on va quand même faire un test au cas où. Et en fait, je vois les petites rèches, je fais non, c'est une blague. C'est pas possible, c'est une blague. Incroyable. Et donc là, mon mec était le mec le plus heureux du monde. Moi, j'étais là, franchement, me touche pas parce que tout ça, c'est de ta faute. Genre, j'étais trop saoulée. Je disais, ah non, mais merde, j'ai vraiment joué avec le feu, joué avec la vie. Et bon, voilà. Et je me suis brûlée. Et bon, donc après, ça a été n'importe quoi. Parce que ma première réaction, ça a été de boire une bière et de fumer une clope. Attends, on est tellement françaises. Imagine aux US. Non, mais n'importe quoi. Mais on se fait cancel toutes les deux. Non, mais c'est absurde. Et mon mec m'a regardé. J'ai fait, bah quoi? J'aurais très bien pu faire le test que demain. Et lui, il s'est dit, putain, c'est elle que j'ai choisie comme la merde. Non, mais il savait que c'était très fragile, qu'il fallait absolument me brosser dans le sens du poil. Et donc, donc effectivement, cette conseillère avait raison puisque, aujourd'hui, je suis maman et je suis je suis tellement fan de mon fils. Enfin, c'est incroyable. Et donc, elle avait raison, effectivement. C'est pas parce qu'on avorte une fois qu'on renonce définitivement à la maternité. Dans mon cas, ça a été assez fou, ouais. C'est trop beau, ton histoire. Je suis trop contente qu'on ait switché dessus. T'as vu comme tu viens de me faire une conclusion, j'ai même pas eu à te guider. Bam, drop the mic. Mais ce qui est aussi marrant, c'est que toujours dans ce dilemme, parce que il faut pas oublier que on fait des métiers où on n'est pas en congé mat. C'est très difficile. C'est-à-dire qu'il y a un vrai stand-by de entre guillemets carrière pendant un laps de temps, fin de grossesse, post-accouchement, etc. Et c'est pas anodin, surtout pour quelqu'un comme moi qui vit pour son métier, mais vraiment. C'est-à-dire que quand je l'arrête, je me sens mourir. C'est vraiment c'est une vraie envie, une vraie nécessité. Donc il faut savoir que c'est pas anodin. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai refoulé l'idée. Je l'ai refoulé parce que j'étais là, Laura, vis ta grossesse au lieu de toujours essayer de rentabiliser les choses, de les transformer en objets créatifs. Arrête quoi, vis, sois dans la vie. Et en fait, j'en pouvais plus, je refoulais. Et au mois de février, j'ai dit à ma manageuse, meuf, en fait, j'ai envie de faire un spectacle sur la maternité. J'ai trop de questions sur et je ne pourrais pas les explorer après parce que c'est la seule fois de ma vie où je serai maman pour la première fois. Parce que maintenant, t'as vu, je dis plus où c'est la seule fois de ma vie où je serai enceinte. Je ne le dis plus parce que je ne sais plus. Surtout, la vie se fout tellement de ta gueule dès que tu dis ça que franchement. Donc j'ai dit, c'est la seule fois de ma vie où je serai maman pour la première fois. Donc il faut que j'aille au bout de ces questionnements et de mes peurs en tant que mère. Et j'ai pas le time de faire une thérapie. Par contre, je sais que le stand-up, c'est ma meilleure thérapie. Donc j'ai besoin de faire un spectacle. Et donc on était, en février ou mars. Et je dis, par contre,
en avril, il faut que je m'arrête parce que je serai à 7 mois de grossesse. Donc, si on annonce une date, elle devra potentiellement être annulée. Donc, il faut le faire maintenant. J'étais complètement folle, mais ok, on y va. Donc, j'ai écrit un spectacle éphémère que j'ai joué 5 fois en tout et pour tout et que j'ai capté cool. Voilà, pour Teva, pour qu'il en reste une trace. Et puis pour ton bébé, tu te rends compte ou pas? Mon bébé, je me rends compte que le jour où il devra faire une thérapie, il donne ses cassettes au thérapeute. Je dis voilà ma mère. Voilà. Maintenant, on peut commencer les séances. Je sais quand même faire un PowerPoint à côté parce qu'il n'y avait pas l'espace dans un spectacle de tout mettre. Donc voilà. Donc en fait, il y a aussi ça, c'est que j'ai quand même réussi à apaiser une partie de cette erreur, à savoir de se dire ok, oui, les gens veulent que je m'arrête, oui, on voit une femme enceinte, et on va aller au bout de ça, et le travail, on va montrer qu'il peut aussi exister enceinte, quoi. Parce que moi, j'ai eu une énergie, mais débordante toute ma grossesse. Génial. Et j'ai été d'une créativité, mais dingue. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais écrire un spectacle en 1 mois et demi, mais c'est du délire. Ouais, c'est du délire. Moi, normalement, il me faut 1 mois et demi pour écrire 5 bonnes minutes de stand-up. Et là, j'allais les rôder. Ah ouais, non mais c'est un délire. Ouais. C'est-à-dire que je le dis non pas du tout pour me la péter, mais pour montrer à quel point il y a des super pouvoirs. Enfin moi j'avais des super pouvoirs enceinte, vraiment. Incroyable. Voilà. Oh là là. Et le spectacle il est dispo donc sur 6 Play, il s'appelle Bonne Mère. Voilà, je le dis parce que je l'aime trop ce spectacle. C'est le spectacle le plus authentique que j'ai jamais fait de ma vie et que je pourrais jamais refaire, quoi. Je suis hyper heureuse qu'il existe quelque part. Après, voilà, Teva, c'est une chaîne qui est très confidentielle, ce qui fait qu'on m'a laissé complètement libre. C'est très rare d'avoir une chaîne de télé qui vous dit OK, le spectacle n'est pas écrit, pas de souci, on l'achète quand même. C'est un délire. Mais merci, quoi. C'est incroyable. Ouais, mais t'as mérité ça aussi, t'as bossé pour. Tu vois ce que je veux dire? Mais carrément, bien sûr, la confiance, ça s'acquiert. Mais quand même, je trouve que on est quand même dans une société où on doit faire des réunions pour tout, on doit rendre des comptes sur tout le temps. Et là, il y a eu cette espèce de confiance, de carte blanche, de dire, ok, allez, hop, on y va, on la suit dans cette folle aventure. Et donc, je suis hyper heureuse. Donc, c'est l'avantage d'une chaîne confidentielle, c'est qu'on a une liberté de ton qui est totale. Mais l'inconvénient, c'est que c'est peu vu. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Sachez que je ne touche pas de droits d'auteur dessus parce que c'est pas comptabilisé sur les replays, les droits d'auteur. Petit coup de gueule. Mais voilà, mais pour moi, c'est trop important qu'il existe. Donc, si vous avez l'occasion de le voir, voilà. Bonne mère. Notez ça bien. Merci beaucoup, Laura. Ouais. En parlant de réunion, j'ai justement une réunion Zoom à 11h, une réunion de pré-filage. Allez! J'aurais trop aimé parler plus longtemps avec toi parce qu'il y a 10 000 sujets, en fait. Tiroir. Ouais. Bien sûr. Trop de tiroirs. On se reverra, ma grande. On se reverra. Pour l'épisode 2. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.